En quoi consiste ton métier d'ostéopathe de la voix ? Déjà, c'est pas quelque chose qui est très commun. Moi, j'ai vraiment créé une méthode pour aider au maximum les chanteurs. L'objectif, c'est de pouvoir prévenir la santé vocale, maximiser le confort, pouvoir augmenter en performance, pouvoir mieux contrôler sa voix, en partant du principe que c'est le corps, notre instrument. Le soutien, je le travaille avec 100% des chanteurs que je vois. C'est la base, en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une voix en bonne santé. Chanter, c'est un sport de haut niveau, hein. Et on a tendance souvent à beaucoup se focaliser sur les cordes vocales, sur ce qui se passe au niveau de la gorge, alors qu'en fait, c'est vraiment tout le corps qui doit participer. Donc moi, mon objectif, c'est d'aider les chanteurs à écouter leur corps pour pouvoir écouter leur voix. Comment est-ce qu'un chanteur peut s'auto-diagnostiquer ? Bonjour Salomé. Bonjour. Bienvenue dans Vocal Story. Merci. D'habitude, on reçoit des artistes, chanteurs, chanteuses, et là, on a la chance de recevoir une spécialiste de la voix. Tu es donc ostéopathe de la voix. Je t'ai découvert à travers des vidéos virales sur les réseaux sociaux, et j'aimerais pouvoir mettre plus de lumière sur ta profession. Tu vas nous donner tout plein de conseils utiles pour les chanteuses et les chanteurs de tous les niveaux. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à Vocalis et à poser toutes vos questions à Salomé ou à moi. On vous répondra avec grand plaisir dans les commentaires. Alors c'est vraiment exceptionnel de t'avoir à mes côtés. J'ai vu ce que tu fais. Waouh! Tous les avant, après de tes vidéos, mais ça m'impressionne. Merci d'être là et de nous donner une sorte de masterclass. J'aimerais connaître les bases essentielles de ton métier. En quoi consiste ton métier d'ostéopathe de la voix ? Déjà, merci de me recevoir dans un premier temps. Je suis hyper contente de faire ce podcast avec toi. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'ostéopathie de la voix ? Déjà, c'est pas quelque chose qui est très commun. On n'en entend pas, beaucoup parler. On n'est pas très nombreux à faire ça. Et d'ailleurs, je sais pas comment les autres travaillent en vérité. Moi, j'ai vraiment créé une méthode pour aider au maximum les chanteurs. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir prévenir la santé vocale, anticiper les problématiques de voix qu'on peut avoir et surtout maximiser le confort, pouvoir augmenter en performance, s'améliorer en performance, pouvoir mieux contrôler sa voix. Et tout ça en partant du principe que c'est le corps, notre instrument. Mmh. Et on a tendance souvent à beaucoup se focaliser sur les cordes vocales, sur ce qui se passe au niveau de la gorge, alors qu'en fait, c'est vraiment tout le corps qui doit participer. Donc moi, mon objectif, c'est d'aider les chanteurs à écouter leur corps pour pouvoir écouter leur voix. En fait, notre corps parle énormément quand on chante et on a tendance à se focaliser beaucoup sur ce qu'on entend et beaucoup moins sur ce qu'on ressent. Alors qu'en fait, c'est ce qui est le plus fiable par rapport à notre voix. Donc j'aide vraiment les artistes à développer cette écoute-là. Donc d'après toi, pour développer tout le potentiel de notre voix, il faut intrinsèquement lier le corps et la voix. 100%. Et d'ailleurs, c'est souvent, quand je vois des chanteurs qui viennent me voir, la première chose souvent qu'ils me disent, c'est il se passe des choses ici, mais je sens plus ce qui se passe dans le reste de mon corps. Mmh. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on s'écoute pas suffisamment, il va y avoir des blocages qui vont se créer et on va perdre une harmonie. Parce qu'en fait, notre corps, notre geste vocal, souvent, il est assez naturel dans un premier temps, mais il peut se passer plein de choses au fur et à mesure de notre vie, de notre carrière, qui va complètement décorréler ce qui se passe de là, de ce qui se passe dans le reste du corps, en fait. D'accord. Et quels sont les problèmes les plus fréquents que tu rencontres à tes séances ? La cause la plus fréquente que j'ai, ça va être tout ce qui est fatigue vocale. Forçage vocal, donc cette sensation que ça tire dans la gorge, que c'est pas confortable, que les notes elles arrivent pas à sortir, que c'est serré en fait ici, c'est la première cause et en fait ça arrive extrêmement souvent, c'est très fréquent. D'ailleurs, je pense que ça arrive à tous les chanteurs à un moment donné de leur carrière, encore une fois pour X et Y raisons, mais on y passe tous un peu à un moment donné et ça c'est déjà un signe que notre corps est en train de nous donner des signaux, il est en train de nous envoyer des messages en nous disant là il y a quelque chose qui va pas, comment tu peux faire pour ajuster, parce que si
on continue dans cette voie, c'est là où on peut déclencher des problématiques un peu plus importantes, on peut avoir des vrais troubles vocaux, ça peut aller, donc souvent le step d'après, ça va être la voix qui se casse, les aigus qui se perdent, et puis le step encore d'après, si on continue sans changer notre habitude vocale, ça va être tout ce qui va être nodules, polypes, inflammation dans la voix, etc. Donc ça, c'est souvent des choses qui sont dues à des mauvaises habitudes de chant, sur lesquelles on travaille, dans lesquelles je travaille aussi avec les artistes. Que ce soit des chanteurs débutants ou professionnels d'ailleurs. 100%, bien sûr, ouais. Ça a pas d'impact qu'on commence à chanter, qu'on chante dans sa chambre ou qu'on soit déjà sur scène depuis des années. L'objectif, c'est de pouvoir avoir le geste vocal le plus sain possible. Et souvent, on s'en rend pas compte, mais on va créer des automatismes qui peuvent changer complètement ce geste-là et créer ces petits forçages. J'ai aussi d'autres causes, ça peut être le manque de puissance, ça peut être j'ai des chanteurs qui n'arrivent pas, par exemple, à développer leur voix mixte, leur voix de tête, ou alors qui, un jour, leur voix va très bien, le lendemain, ils savent pas pourquoi, ils contrôlent pas, et donc la voix va moins bien, ils n'arrivent pas à l'anticiper. Donc il y a plein de causes, mais en général c'est juste la voix, quelque chose qu'on n'aime pas forcément dans la voix, qu'on a envie d'apprendre à connaître, à mieux maîtriser. Ok. Et comment tu arrives à déshabituer une personne ? Alors comment j'arrive à déshabituer ? Ça peut être très rapide comme plus long, ça dépend des chanteurs et puis de leur investissement aussi dans le travail. Mais en fait, c'est réapprendre des nouvelles habitudes au cerveau. Ça va passer par des exercices très concrets. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, plus tu vas faire l'exercice, plus tu vas sentir ce qui se passe dans ton corps. Et plus, du coup, tu vas savoir instinctivement, est-ce que là, je suis dans la bonne position ou pas ? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que le chanteur puisse l'appliquer dans ses chansons. Parce que souvent, on va donner des exercices, des tests, des choses à faire en dehors de la chanson. Mais en fait, tu peux très bien le faire sur ton exercice, et puis dès que tu te remets à chanter, tu vas reprendre une mauvaise habitude. C'est ça que tu vois un petit peu dans mes vidéos, peut-être que tu as regardé, c'est le mettre en application sur ta chanson pour te sentir à l'aise et pour, du coup, automatiser cette sensation-là que tu vas enregistrer pendant ta chanson. Et est-ce que tu es déjà tombée sur des personnes qui ne ressentent pas vraiment les choses ? Il y a des gens qui sont pas du tout à l'écoute de leur corps. À la base, on part pas tous avec le même bagage, avec le même parcours, c'est sûr. Mais mon objectif, c'est de t'aider à le ressentir. Donc même si c'est quelque chose pour lequel t'es pas très à l'aise à la base, je vais vraiment t'accompagner pour t'aider à le ressentir et que ça devienne ton repère, en fait. Parce que le son, en fonction de l'endroit où tu te trouves, tu vas pas forcément l'écouter de la même manière. Si tu chantes avec ou sans micro, ton son il sort pas du même endroit, donc ça peut altérer un peu ce que tu connais. Dans tel ou tel théâtre, pareil, tu vas pas avoir le même retour. Donc avoir comme référence tes sensations, ça va souvent t'aider beaucoup plus que d'avoir le son constamment en référence. Donc tu peux aussi les initier à ressentir. Oui, complètement. À avoir leur corps comme référence, comme porteur de messages. Tout à fait. Et c'est souvent des chanteurs qui chantent de manière très innée, sans jamais vraiment réfléchir. Il y en a beaucoup qui ont une voix superbe et qui n'ont jamais vraiment réfléchi à ce qu'ils font. Ils chantent de manière instinctive. Exactement. Mais à un moment donné, s'ils sont confrontés à un forçage, à une fatigue, à une voix qui change un petit peu, ils vont être perdus dans leurs sensations, et c'est là où il faut reprendre les bases. Et en fait, ça travaille tout ce qu'on connaît d'un coaching vocal habituel, c'est-à-dire le soutien, la respiration, le travail sur les résonateurs, etc. Juste avec une approche différente de « Ok, comment est-ce que tu le ressens ça ?» Parce qu'on entend les conseils, mais est-ce qu'on arrive vraiment à l'appliquer de la bonne manière ? Souvent, c'est autre chose. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais de soutien. C'est un vrai mystère pour plein de chanteurs. Alors, on peut être très étonné, ça peut être des chanteurs, des vocalistes qui ne conscientisent absolument pas le soutien, tout comme des débutants qui entendent ce mot revenir plusieurs fois et qui sont pas capables de comprendre le processus. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce qu'est le soutien vocal ? Alors, pour être tout à fait transparente, le soutien, je le travaille avec 100% des chanteurs que je vois. Parce que c'est un énorme flou. On a plein de conseils sur le soutien qui est donné par les coachs ou par des amis chanteurs, etc. Du type, garde les côtes ouvertes ou respire par le ventre, etc. Mais
dans la concrétisation, c'est souvent très flou et c'est pourtant un des aspects les plus importants de la voix. C'est la base, en fait, qui va permettre d'avoir une protection au niveau... En fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une voix en bonne santé. C'est-à-dire que si ton soutien, il n'est pas bien mis en place, 99% du temps, peut-être pas autant, mais en tout cas, un très gros pourcentage de gens, tu risques d'avoir cette fatigue, cette forçage dont on parlait. Vocal, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est le soutien ? Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que c'est si important ? Je te fais une petite explication physiologique pour que ça soit bien clair. T'as ton diaphragme qui est ici au niveau de tes côtes. En général, on le connaît pas mal, c'est le muscle qu'on appelle inspirateur principal. En gros, c'est grâce à lui qu'on respire. Il y a aussi d'autres muscles qui interviennent, mais c'est vraiment lui qui va nous intéresser ici. Quand on va inspirer, il va descendre et du coup, il va en fait pousser sur le ventre. C'est pour ça que le ventre se gonfle. Il va pousser sur les viscères, ça va gonfler le ventre. Et quand on expire... il remonte, il revient en position initiale, et du coup le ventre rentre. Nous, quand on chante sur l'expiration, donc on chante quand le diaphragme remonte, que le ventre rentre, et que du coup l'air arrive au niveau des cordes vocales. Les cordes vocales, elles sont comme ça. Quand l'air arrive en dessous, elles vont se mettre à vibrer, et c'est ce qui va créer le son. Quand tu as un mauvais soutien ou que tu n'arrives pas à bien le mettre en place, en fait, tu n'as pas de contrôle sur cet air qui va arriver au niveau de tes cordes vocales. Donc, il peut être là en trop grande quantité, généralement, parce qu'en fait, il sort de cette manière-là. Il va arriver en trop grande quantité, et donc, du coup, les cordes vont essayer de forcer pour réussir à vibrer malgré cet air important qui arrive en dessous. En bien schématisé. Et quand tu dis que les cordes vocales, elles forcent, elles sont comment ? Elles vibrent trop ? Elles vont essayer de s'accoler, en fait. Et comme elles vont essayer de s'accoler un maximum, ça peut donner ces sensations. Et d'ailleurs, parfois, elles ont du mal, et c'est pour ça que tu vas entendre de l'air dans la voix. Parce qu'en fait, elles essayent de forcer, mais il y a des fuites d'air qui peuvent arriver. D'accord. Donc tu vas avoir les muscles, en fait, aux alentours qui vont se contracter davantage pour essayer de les rapprocher, si tu veux. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une pression d'air optimale qui arrive au niveau de tes cordes vocales pour en fait qu'elles vibrent de manière optimale sans être obligées de forcer. Et donc cette gestion de l'air, au lieu de la gérer depuis la gorge comme on peut avoir l'habitude d'entendre et ce qui crée cette sensation de forçage, on va essayer de le travailler depuis la base du coup, c'est-à-dire le ventre. Donc j'en reviens au diaphragme. Effectivement, si on laisse le diaphragme remonter tout seul et l'air sortir, on n'a pas de maîtrise dessus. Donc on va utiliser les abdominaux pour nous aider à freiner ou en tout cas accompagner la remontée du diaphragme pour pas qu'il remonte tout seul. Parce que le diaphragme, on ne peut pas avoir un impact directement dessus. C'est un muscle qui est involontaire. On peut parfois le bloquer, se mettre un petit peu en apnée, mais on peut pas décider qu'il remonte plus ou moins rapidement. C'est pour ça que les abdos vont nous aider à faire ça. Et on peut contrôler le diaphragme avec des techniques de respiration ? Le diaphragme en lui-même, on le contrôle. C'est difficile de dire, on ne le contrôle pas, c'est-à-dire qu'on peut par moment, quand on fait des apnées, ça le bloque un petit peu, etc. Mais on n'a pas intérêt à le faire parce que sinon ça nous fait arrêter de respirer. Mais par contre, on peut travailler la respiration, bien sûr, parce qu'il ne travaille pas tout seul, il travaille avec d'autres muscles expiratoires. Donc oui, c'est ce qu'on va connaître de je respire par le thorax, je respire par le ventre, je respire par les côtes, etc. Donc ça, oui, on peut le travailler grâce à plein de systèmes qui travaillent ensemble, en fait, à plein de muscles qui travaillent ensemble. D'accord, parce que souvent, les gens, quand ils ont un gros stress, que ce soit avant un casting ou juste chanter devant les gens, ou parfois parler même, il y a cette sensation qu'on connaît tous, chanteurs ou pas d'ailleurs, que le diaphragme, on a l'impression qu'il est juste en dessous du menton, et qu'on a une respiration courte et haute. Voilà, quels sont tes conseils pour apaiser et enlever cette sensation de diaphragme juste en dessous du menton ? Alors effectivement, le stress, il crée souvent cette respiration haute qu'on connaît tous et qui devient souvent par la suite une habitude. Donc on en parlait au début, où en fait on se rend même plus compte qu'on respire par le thorax. Et ça, quand on est chanteur, ça peut très vite être problématique parce que ça remonte très rapidement des tensions en fait dans toute la zone du larynx.
Alors, je peux donner des petits tips, effectivement, pour travailler dessus, mais il y a quand même un truc qui peut être intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène qui se met en place. En fait, c'est le cerveau qui vient un peu grappiller et voir ce qui s'y passe. En fait, le cerveau, lui, sa mission principale, son rôle principal, c'est de nous maintenir en vie. Okay. Donc, ce qui va se passer, c'est que il passe son temps à scanner notre environnement pour voir s'il y a un danger ou pas. Je dis n'importe quoi, t'es dans la rue, tu te balades et puis tu tombes nez à nez avec un lion. Ton cerveau, il va voir que tu es en danger et donc du coup, il va activer dans le corps ce qu'on appelle le système d'alerte. Donc en gros, il envoie des messages à notre corps pour dire « Oulala, attention, y a un danger, il faut qu'on reste en vie. T'as 2 possibilités, soit tu fuis, soit tu vas combattre le danger. » Donc ton cerveau envoie les messages à ton corps pour qu'il se mette en condition et qu'il puisse te protéger. Qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, c'est le cœur qui s'accélère. C'est du coup la respiration qui devient haute. Et c'est les muscles qui vont se rigidifier, qui vont augmenter leur tonus. Dès que le danger est parti, donc tu t'es enfui, tu battu contre le lion, peu importe, dès qu'il n'y a plus de danger, ton cerveau perçoit que le danger est parti et donc du coup il calme le système d'alerte. Et c'est là où du coup il y a un autre système qui rentre en jeu qu'on appelle le système parasympathique qui va du coup calmer tout ça. Donc tu vas avoir le cœur qui va reprendre un rythme plus normal, la respiration qui va se poser, les muscles qui vont se relâcher, la digestion qui va reprendre, toutes ces choses-là. Mais quand t'as un stress en fait du quotidien, parce que c'est rare qu'on croise des lions dans la rue quand même, quand t'as un stress du quotidien, en fait, ton corps il va réagir pareil parce que pour lui, le stress c'est un danger potentiellement. Donc quand t'es à 2 doigts de monter sur une scène et que t'es hyper stressé parce que tu sais pas si tu vas assurer ou pas, généralement ton corps, ton cerveau se dit « Oulala, il y a un danger, il faut qu'on se prépare à réagir ». Ce qui va te créer ces respirations hautes, etc. Souvent, la respiration, c'est vraiment ce qui permet d'activer le système donc parasympathique, le système de la détente. C'est pour ça qu'on conseille très souvent la respiration dans ces moments-là. Se concentrer sur la respiration, c'est une chose. Et moi, ce que j'aime donner comme tips supplémentaires, c'est aussi de faire attention aux contractions qu'on va avoir dans le corps. Souvent, on respire aussi de manière haute parce qu'on se rend pas compte que l'abdomen est hyper verrouillé. C'est-à-dire qu'on est tellement stressé que ça augmente le tonus et donc on est tout le ventre est hyper verrouillé. Ouais. Donc si tu réfléchis à ta respiration et que tu te poses sur ta respiration, a priori, tu vas aussi relâcher ton ventre. Et ça, c'est ce qui se passe aussi dans le quotidien avec les chanteurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir peur d'une note aiguë qui va arriver. Tac, ils vont se dire « Oulala, je mets à bloc le soutien, je me rigidifie à fond ». Et en fait, ça bloque encore plus la voix, tout remonte dans la gorge à ce moment-là. Donc c'est vraiment réussir pendant la chanson. C'est pour ça que je trouve ça hyper important de travailler pendant l'exercice du chant. Travailler ta respiration, pas seulement avant ou après. C'est vraiment avoir conscience de « Ok, là, je le sens bloqué en haut ». Ouais, c'est ça, d'où l'importance d'être connecté avec son corps parce que souvent, en tant que chanteur, t'as pas le temps de faire de la cohérence cardiaque et de compter. Non. C'est immédiatement qu'il faut régler le problème parce que sinon la note ne sort pas ou elle sort mal ou fausse. Complètement. Il faut que ça soit instantané et c'est ça que j'aide à faire aussi avec les artistes, c'est écouter leur corps. Ah là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans ma voix, dans mon abdomen, dans mon soutien, peu importe, il y a quelque chose qui va pas. Ok, j'analyse pour savoir d'où vient le problème. En une demi-seconde, je suis capable de le corriger. Et je peux repartir sur ma chanson parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi hyper important. Tout l'aspect lâcher prise et émotionnel, etc., qu'on a tendance à oublier quand on travaille sur la voix, alors qu'en fait, c'est primordial. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de larmes dans tes vidéos. Les gens sont débloqués, soulagés et libérés même. Ouais, ça pleure pas mal. Ouais. Ça pleure pas mal et c'est hyper intéressant de voir la différence dans la voix entre le moment où on réfléchit à la technique, on veut que ça soit bien, on se retient, on veut vraiment être dans la performance, et le moment où juste on s'autorise à chanter, à exprimer ses émotions. C'est pas toujours facile pour les artistes parce que dans la vie, si t'es quelqu'un qui a tendance à garder pour soi, t'exposer dans le chant, ça va être encore plus difficile parce que c'est une vraie mise à nu. Mais il faut comprendre que la voix, c'est le reflet de nos émotions. Son rôle, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. Donc on peut pas être en contradiction au moment où on chante à se dire non, je laisse de côté ce que je ressens pour me concentrer sur ce que je fais. Souvent ça fonctionne pas. Il faut mêler aussi
le message là-dedans. Et puis on peut utiliser le chant, le texte comme une forme de thérapie. Si dans la vie on est plutôt introverti, on libère pas nos émotions, et utilisons la chanson comme prétexte pour le faire, quoi. Tout à fait, et tu as utilisé le bon mot, c'est vraiment une thérapie de chanter. D'ailleurs, et puis c'est souvent là que ça pose un souci par la suite, c'est qu'en fait, moi je leur pose toujours cette question aux chanteurs que je vois. Comment t'as commencé à chanter la première fois ? Pourquoi ? Est-ce que tu t'en rappelles de pourquoi t'as commencé à chanter la première fois ? Ouais. Ben en fait, la plupart du temps, on a du mal à savoir. On sait juste que, en fait, ça nous a fait du bien. C'est juste que ça nous fait du bien de chanter, d'où le côté un peu thérapie. Ouais. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir tendance à oublier un peu ce bienfait ou ce confort qu'on va avoir en chantant. Pour passer à quelque chose de plus technique, il faut que ma voix soit belle. Ah, mais comment est-ce que les gens vont entendre ma voix, le regard, etc. Et on a tendance à se refermer complètement. Et il y a un truc qui est très intéressant à faire comme lien, c'est qu'en fait, là où on travaille le soutien, dans notre sensation et dans la mise en place, c'est aussi là où on a en fait le centre émotionnel du corps. Donc tout est lié finalement. Si tu verrouilles toute cette respiration, tout ce soutien, et tu vas aussi perdre ton émotion et ta sincérité et ton authenticité en fait. Ouais. C'est très intéressant de faire le lien en fait quand tu le travailles, c'est assez dingue. Ouais, si tu le verrouilles jusqu'au bout, tu vas devoir le fabriquer et là... Tu vas le verrouiller corporellement aussi. Ouais. Ah ouais. C'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça que tu vois des larmes souvent dans mes vidéos. Parce que quand ça se libère, t'as toute l'émotion qui se libère avec, qui sont parfois enfouies depuis longtemps. Ouais. Les gens se rencontrent eux-mêmes en fait. Ouais. Mais c'est souvent après des gros événements, des gros stress, des gros enjeux que ça va se verrouiller. Quand en fait la peur du regard va prendre plus de place. Moi j'ai des artistes qui ont des parcours qui sont extraordinaires, mais qui ont aussi des parcours de vie qui sont difficiles. Et c'est là où ils ont besoin de ce coup de pouce pour retrouver cette harmonie avec leur voix et se rappeler son rôle à la base, quoi. Donc d'où le côté thérapie qui va avec. On devrait tous avoir une petite Salomé dans la poche. À chaque fois que ça va pas. Ah. Avec plaisir, si je peux me greffer quelque part. D'ailleurs, si vous voulez connaître davantage toute la science de Salomé, ton cabinet est à Paris. Ouais. Mais tu peux aussi faire en visio d'ailleurs tes séances ou pas ? Alors, donc j'ai mon cabinet qui est en physique à Paris. Je propose pas de visio, mais par contre, pour les gens, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'il y a des ostéos de la voix à tel et tel endroit, est-ce que tu viens parfois à tel et tel endroit, je connais pas d'autres ostéos de la voix, je le dis là comme ça, j'en connais pas. Et donc ce que j'ai voulu faire pour justement rendre ma méthode plus accessible, c'est de créer donc des accompagnements effectivement à distance pour ceux qui sont à distance, et créer une formation aussi en ligne pour pouvoir donner tous mes tips, pour pouvoir aider les gens justement à être de plus en plus à l'écoute de leur voix, vraiment les revenir sur les bases, les fondamentaux pour comprendre leur voix, avoir une voix en bonne santé, ça c'est hyper important. Et surtout mon objectif, c'est que tu ne dépendes pas de moi, c'est que je te donne tout ce que j'ai pour que tu puisses t'analyser, que tu puisses t'auto-diagnostiquer en fait, et que tu puisses te corriger automatiquement et que ça devienne un automatisme par la suite. C'est pas que voilà tu aies besoin de moi pour te rendre compte où sont tes tensions, etc. Moi je veux vraiment que ça soit le plus autonome possible. D'ailleurs généralement, moi mes artistes, je les vois au début, donc il faut quand même aller chercher ce qui est important. Au début je les vois aller 3, 4, 5 fois. Et ensuite, ils reviennent peut-être une fois tous les 2 mois, tu vois, histoire de voir si tout va bien ou histoire d'entretenir. Exactement. Mais sinon, en fait, ils ont plus besoin de moi et c'est ça qui est cool et c'est ça que je veux transmettre. Ouais. Donc tu vas donner tous tes outils à travers tes formations. On mettra toutes les infos en description quand les formations sortiront. Mais je pense qu'au moment où le podcast sortira, normalement la première formation sera déjà en ligne. Ok. Donc normalement, je sais pas si on pourra mettre un lien ou quoi, mais... Ah oui, avec plaisir. Voilà, elle sera dispo. Et juste rapidement, comme ça, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que un chanteur peut s'auto-diagnostiquer ? Alors, il y a plein de petits tips pour s'auto-diagnostiquer. En fait, souvent, on n'a pas trop conscience qu'on a des tensions dans le corps qui se sont accumulées et qui sont devenues un peu nos automatismes. Ouais. Donc déjà, c'est bien, quoi qu'il arrive, d'avoir un contact ostéo.
pour aider à relâcher les tensions qui se logent dans le corps. Mais il y a des habitudes qu'on a ancrées et sur lesquelles on peut travailler. Notamment, derrière l'écran, vous pouvez faire le test aussi. Là, bouche fermée. Est-ce qu'il y a un contact entre tes dents du haut et du bas? Est-ce qu'elles se touchent? Oui. Ouais, elles se touchent. Elles se touchent souvent. C'est une position que tu as l'habitude d'avoir? Oui. Ok, bah ça, c'est déjà une indication très intéressante. C'est qu'en fait, normalement, les dents ne sont jamais censées se toucher au quotidien, sauf quand tu manges. Mais j'ai la bouche ouverte sinon. Bah c'est ça qui est, c'est dingue. Mais on en est censé fait, avoir non. la bouche ouverte. Voilà, bouche fermée. Tu dois avoir un petit espace entre tes dents. Voilà. Donc tu te rends compte. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu as des tensions dans la mâchoire qui sont là depuis très très longtemps. En permanence. En permanence. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse tant? Parce que ta mâchoire, ta langue sont très reliées et surtout directement en lien avec ton larynx. Donc en fait, si t'as des tensions dans la mâchoire, si t'as des tensions dans la langue, ça va constamment venir tirer sur ton larynx. Donc comme ça, tu sais que t'as des tensions dans la mâchoire qu'il va falloir travailler. Donc il va falloir trouver le moyen pour toi de relâcher, de créer cet espace entre tes dents. Le problème, c'est que si je te dis là, bah vas-y, crée un espace, bah il y a des chances que tu mettes d'autres tensions ou que tu fasses travailler d'autres muscles. Voilà. C'est hyper naturel. C'est pas très naturel. Alors que normalement, voilà, tu dois avoir ça. Et la position de ta langue peut être intéressante aussi. Elle est où ta langue quand t'as la bouche fermée? Elle est posée. Elle est posée en haut, elle est posée en bas, elle est au milieu, elle touche tes dents. Déjà, la pointe de la langue, elle touche les dents de la mâchoire inférieure. Ah, d'en bas, d'accord. Ouais. Ok. Et je dirais Et le dos, elle est où? Ouais, le dos est contre mon palais presque. Ok. Presque ou pas presque? À moitié. Elle touche ou elle touche pas? Elle touche à moitié. Ok. Donc elle est pas en train de pousser contre le palais? Non. Ça déjà c'est une bonne chose parce que parfois on va avoir tendance à avoir la langue qui pousse sans s'en rendre compte, donc on crée déjà des premières tensions dans la langue. Ceci étant dit, si la pointe de ta langue elle est en bas, il y a possibilité qu'il y ait quand même des petites tensions dans la langue. Mais elle doit être où? Normalement elle est censée être posée contre le palais. En haut. Ouais. Alors mes dents qui ne se touchent pas et la langue qui est posée en haut. Ouais, ça c'est la position physiologique. Maintenant, il n'y a pas tellement d'intérêt à faire en sorte que ta langue... Enfin, il y a des rééducations qui existent pour caler ta langue en haut. Moi, ce qui va m'intéresser, enfin, ce qui est vraiment intéressant dans le chant, c'est juste de faire en sorte qu'il y ait le moins de tension possible et que tu arrives à être relâché pour ne pas te mettre des tensions dans tes résonateurs, pour que le larynx soit libre. Ah oui. C'est vraiment ça l'intérêt. Ah, c'est hyper intéressant de savoir quelle est la position normale, entre guillemets, c'est-à-dire au repos, sans contraction, de base. C'est ça. Parce que là, si je te décris tout ce que je ressens, je suis sûre que tout est... rien n'est relâché, quoi. Ah bah déjà, la mâchoire avec les dents serrées, ça c'est sûr que t'as jamais de douleur dans le cou, dans les épaules, ça va? Parce que ça peut souvent avec la mâchoire. Si, mais on s'habitue. Mais c'est comme tout, on s'habitue aux tensions. Donc souvent c'est la mâchoire, elle peut être responsable de ces douleurs-là aussi. Donc même en dehors du chant, c'est bien de relâcher la mâchoire. Et souvent il y a beaucoup de gens qui font du bruxisme, donc ils serrent la nuit. Oui. Voilà. Bah c'est ton cas, mais ça m'étonne pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose... Je me réveille point fermé. Voilà. Donc déjà, travailler sur tout ça peut aussi t'aider à relâcher ton bruxisme la nuit et tout. Ouais. Donc ça a beaucoup d'impact. Ouais. C'est hyper intéressant. Et dans le chant, ça prend beaucoup de place. Ah oui. Il y a autre chose que je peux te donner comme petit test si tu veux, parce que ça, c'est au repos. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que tu as des tensions dans la langue, par exemple, quand tu chantes? Donc, je vais te donner un petit test. Le moyen de le savoir, c'est souvent de mettre un doigt ici, derrière le menton. Parce qu'en fait, ici, tu as les muscles de la langue. Donc, déjà, tu peux toucher, voir s'il y a une petite résistance ou pas. Oui. Il y a une petite résistance déjà? Ouais. Bon, donc s'il y a déjà une résistance, c'est qu'a priori, ta langue, il y a déjà un peu de tension au repos. Maintenant, on peut tester sur plein de mots, plein de voyelles et tout ça. On va tester sur le A, juste pour montrer, comme ça, tu vois. Si tu fais juste un... Est-ce que ça bombe sous ton doigt ou pas? Ouais. Ça bombe sous ton doigt. Monte encore un peu en aigu. Ça bombe? Ah oui, oui. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a une surcontraction de ta langue sur le A. Okay. On peut faire le test sur toutes les voyelles, ça sera peut-être pas le cas sur toutes les voyelles. Ah, mais... Tu peux faire un I, un U, un O... D'accord, mais t'es en train de me dire que si je suis détendue, je devrais pas ressentir du tout?
En fait, c'est vrai, ouais. Et si ta langue, elle est pas censée sur les voyelles en tout cas. Il n'y a pas de raison qu'elle se surcontracte comme ça, en fait. Donc c'est souvent que la pointe, tu vois, c'est normal qu'elle se forme et qu'il y ait un mouvement parce qu'elle forme la voyelle. Ouais. Mais souvent la pointe, on a tendance à la surcontracter alors qu'elle devrait suivre tout simplement. Ouais. Je pense que c'est le défaut d'être volontaire. Comme tu t'appliques à faire le son, hop, tu mets automatiquement plus d'intensité Ouais. et tout ça. Et en fait, le corps se met à compenser d'une certaine manière. C'est ça. Moi, je donne souvent cet exo aussi à mes chanteurs, de se regarder dans un miroir quand ils chantent. Si t'as la tête qui se lève, si t'as la mâchoire qui avance, les yeux aussi, parfois on va avoir tendance à lever les yeux dans l'aigu et tout ça. Mais en fait, c'est le corps qui cherche des moyens d'aller pallier à ces obstacles potentiels, tu vois, à ce forçage. Alors que souvent, c'est juste qu'il y a des tensions dans le larynx et du coup, on cherche un moyen de les éviter, en fait. Ouais, d'accord. Mais bon, si je te dis juste mets la tête droite, il y a des chances que ça soit compliqué. Donc, il y a tout un travail derrière pour retrouver les bonnes sensations à faire. D'ailleurs, quelle est la posture que toi, tu conseilles ? La posture, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir juste une posture relâchée le plus possible. Relâchée au niveau des résonateurs, mais engagée dans le son. Ce qui est un peu contradictoire. Il faut bien dissocier. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que le soutien, c'est si difficile, parce que entre la force et l'engagement, c'est très très fin. Tu peux très vite basculer dans quelque chose qui peut te faire mal. Donc c'est pas toujours facile. Après, chacun a son parcours, chacun a ses tensions, etc. Donc il n'y a pas, pour moi, une posture à adopter, parce que si je te dis tiens-toi droit, mets les épaules comme ça, tu risques de créer plus de tension qu'autre chose. Donc, avoir un geste vocal sain, c'est plus compliqué que juste avoir la bonne posture, tu vois. Et moi, je vais avoir des artistes qui vont me dire... je vois des artistes qui, tu vois, ils ont peur de trop en faire, d'avoir l'impression d'être trop diva sur scène, etc. Mais en fait, les gestes, ça aide vraiment les artistes. Donc, il faut pas avoir peur de les utiliser. Et souvent, le sens du geste peut avoir un effet favorable ou au contraire très défavorable sur la voix. Parce qu'en fait, on montre une direction du son. Et en fait, que ta main fasse ça ou ça quand tu chantes, ça va changer ton geste vocal. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux conseiller aux chanteurs qui doivent danser en même temps ? Alors, les chanteurs qui dansent, c'est un sacré sujet. Parce que... dans la danse, c'est très exigeant en termes de mouvement. On est souvent très gainé dans la danse. Et en fait, quand on est trop gainé, on risque de, du coup, forcer. Et du coup, le soutien, il va être moins optimal. Donc, il faut qu'ils arrivent à trouver cet équilibre entre la danse qui gaine de manière exigeante, mais en même temps, le travail de souplesse et de fluidité qu'il faut garder au niveau abdominal, parce que c'est surtout les abdos profonds qui vont travailler. Si on surcontracte toute la ceinture abdominale, on bloque. Et du coup, on n'a plus d'impact sur le diaphragme dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est très difficile pour eux. Il faut vraiment trouver cette sensation et cet engagement profond sans tout rigidifier. Ouais, je pense à Beyoncé ou même Shakira. Alors, c'est des techniques ce sont des voix très différentes sur des registres pop, mais comme elles dansent énormément, elles gainent et donc elles ne mettent pas de détente nécessaire pour la voix et pourtant elles arrivent à combiner les deux. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça hyper mystique. Parce que, même. C'est un engagement qui est très subtil en fait. C'est incroyable de voir ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai des artistes avec qui je travaille la voix qui sont danseurs à la base. En travaillant la voix comme on le fait, ça les aide aussi dans leur danse et dans leur mouvement. En fait, chanter, c'est un sport de haut niveau, clairement. Oui, bien sûr, et une hygiène de vie aussi. Bien sûr, tout va ensemble. Donc en fait, c'est vraiment un sport, une discipline hyper exigeante. La danse, c'en est une aussi. Donc il faut trouver le moyen de combiner tout ça. Mais tu as la possibilité de mettre de la fluidité et de la souplesse dans ton engagement sans être complètement verrouillé et du coup verrouillé aussi au niveau du larynx. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un test hyper intéressant à faire. Souvent, on peut le sentir. C'est juste le fait de contracter très fort le ventre. Tu risques de sentir déjà que ça serre un petit peu. Ouais. Donc ça te donne tout de suite l'idée de, en fait, si t'es complètement verrouillé, ça va impacter ta voix. Ouais.
Bon, je suis pas un super bon exemple aujourd'hui. Je me suis bloqué le dos. J'allais te dire de pas le faire. Parce que là, je l'ai fait, je me suis dit, aïe. Mais comme par hasard, de toute façon, dès que j'arrive, il y a une petite douleur de dos quelque part pour avoir une petite manip et tout. Donc si jamais vous voulez profiter du soleil, restez à la maison, prenez rendez-vous avec Salomé et le dos va se bloquer. Il n'y a même pas besoin de mentir. Ah, la mauvaise pub. Non, mais pas du tout. Mais bien sûr que c'est psychologique parce que là, toi, tu interviens sur le corps, la physiologie, les cordes vocales qui sont aussi un muscle. Mais j'imagine qu'il y a aussi toute la dimension psychologique. Énorme. Énorme. Il y a d'ailleurs des artistes avec qui je vais commencer par ça, parce qu'en fait, souvent, en fait, le corps, il sait comment parler. Enfin, tu vois, quand on parle, c'est assez spontané. Alors, il y en a qui vont avoir des problématiques aussi dans la voix parlée, que je travaille aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup de conférenciers, d'avocats, de gens qui utilisent leur voix au quotidien. Mais tu vois, quand on parle de cette manière-là, la voix, elle suit. Donc, en fait, le corps, il sait mettre en place le geste vocal de manière assez instinctive et naturelle. Et j'essaye de leur faire retrouver ça en libérant ce côté émotionnel aussi. Dès qu'on va retenir une émotion, dès qu'on va garder pour soi, c'est là où on risque effectivement de bloquer ce geste vocal et du coup de tout mettre à cet endroit-là. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que notre voix, elle sert vraiment à exprimer. Donc si, quand tu chantes, tu perds le message, ou tu te caches derrière un personnage, ou tu as peur du regard, etc., tu te déconnectes de tes émotions. Et il y a aussi des gens qui ont peur en fait de craquer et d'en mettre trop, tu vois. Donc il y a vraiment chaque personne est très différente sur ce sujet, donc c'est difficile d'en faire une généralité. Mais avoir vraiment un message sincère quand tu chantes va vraiment faire la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu chantes, il n'y a que toi qui sais réellement ce que tu ressens et ce que tu veux raconter à travers la musique. Même s'il y a un thème imposé avec les paroles, au fond de toi, t'es la seule à savoir ce que t'as vécu et l'émotion qui va avec. D'ailleurs, souvent, quelqu'un qui chante, ça va nous transmettre cette émotion, ça va souvent nous ramener à notre propre émotion, à notre propre vie, à notre propre parcours. On n'est pas en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle a vécu ? Pourquoi est-ce qu'elle ressent ça ? C'est la limite. Et donc, c'est ça qui est très beau dans la voix. Puis c'est aussi un travail de comédien. Tu peux aussi aller puiser dans ce que tu as vécu, dans ton histoire, pour t'en servir quand tu chantes. Bien sûr, et c'est indispensable. Parce que si tu te crées 100% un personnage, souvent, moi, c'est ce que je vois, c'est que les artistes que je rencontre, qui sont sur scène, sur des comédies musicales, etc., ils se créent un personnage autour de leur personnage et ils s'imaginent ce que le personnage a vécu. Moi, je leur conseille souvent de mettre un peu de leur histoire personnelle, de ce qu'ils ont eux ressenti dans leur parcours, dans leur chant, parce que ça va créer une sincérité qui va faire la différence dans la voix. Alors c'est vraiment un travail aussi à faire parce que c'est pas toujours facile de mêler ces émotions, il faut trouver la bonne distance, la bonne manière de le travailler, mais c'est important de trouver cet équilibre-là pour avoir un message à délivrer et donc pour que le corps suive en fait, que la voix retrouve son rôle principal en fait. C'est passionnant, je pourrais parler de ça pendant des heures. Ah mais tu peux. Et on entend vraiment cette différence, enfin, c'est assez dingue, c'est assez flagrant. Et dans la sensation du chanteur, c'est une autoroute après dans la voix en fait. Et qu'est-ce que tu peux conseiller pour les chanteurs qui veulent justement puiser dans leurs émotions personnelles pour interpréter ? Comment est-ce qu'ils peuvent trouver le bon équilibre pour ne pas craquer et du coup avoir la gorge serrée et desservir la chanson? Ouais, c'est ça la difficulté, c'est que quand on a un trop plein d'émotions, mais qu'il y a des pleurs, que voilà, ça vient serrer en fait la gorge physiologiquement, mais c'est pour ça que ça se travaille. C'est-à-dire que souvent quand on en arrive à ce degré d'émotion, c'est peut-être que c'est une émotion qui est peut-être enfouie depuis longtemps, qu'on n'a pas exprimée ou qui est quelque chose qui est très frais. Donc peut-être qu'il faut commencer avec des choses un peu plus tranquilles, trouver des sujets ou trouver des émotions qui ramènent à des histoires plus ou moins difficiles au début, s'entraîner, voir ce que ça donne quand on vit la chanson, quand on met ce message. Et puis oui, il y a des moments où ça va déborder, mais en fait si ça déborde, c'est aussi que cette émotion elle est exprimée d'une certaine manière, et donc potentiellement que par la suite, si tu vas rechercher cette émotion, elle sera toujours là, mais peut-être un peu moins présente, peut-être un peu moins forte, un peu moins intense. Et donc, tu pourras la partager sans être complètement submergé par ce qu'elle raconte. Donc, c'est un travail à faire. Parce que c'est vrai que si tu l'as jamais fait, que tu arrives sur scène et que tu le fais, ça peut déborder, c'est difficile.
Ouais. La clé, c'est l'équilibre, quoi. Ouais. Ouais. Toujours. Et donc, t'as partagé avec moi en off tout à l'heure sur tes interventions, sur des spectacles musicaux. Oui. Donc, en fait, t'as rencontré les chanteurs de la troupe du Roi Lion à Mogador, à Paris. Oui. Et ils ont des techniques vocales très différentes parce qu'ils viennent d'horizons différents. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as vécu ? Oui, alors je fais des interventions, donc on m'appelle pour faire des interventions, parfois dans des écoles, parfois dans des studios, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire de temps en temps encore des interventions auprès de la troupe du Roi Lion, qui est juste incroyable. Ce spectacle est sublime, ouais. Et les artistes sont vraiment géniaux. Et c'est vrai que dans leur culture, et c'est quelque chose que je remarque beaucoup, ils ont une culture où en fait ils ont ce soutien dont on parlait de manière très naturelle. Cette intensité, cet engagement, cette énergie, c'est vraiment le mot, l'énergie qui est très naturelle, ouais. Et qui peut paraître plus difficile à atteindre pour nous. Donc nous, on va devoir mettre beaucoup plus d'énergie que eux qui ont quelque chose de vraiment plus instinctif en fait. Ouais. Et j'ai eu la chance de l'avoir revu récemment, il y a un mois. En fait, j'ai pu un peu mieux analyser que la première fois où je suis allée, j'étais ado. En fait, le chant un peu traditionnel africain ressemble un peu à la continuité de leur rire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au niveau du soutien. C'est une bonne analyse, ouais. Tu vois ? C'est marrant que tu me dises ça parce que quand je fais l'analyse du soutien avec mes chanteurs, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils connaissent leur point de départ pour après travailler. Et il y a des moments où, effectivement, je les fais rigoler. D'accord. Pour voir comment leur soutien naturel se met en place, ouais. Donc, en fait, ça va ensemble complètement. Ouais. Donc, en fait, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, si elles ne savent pas ce qu'est le soutien, elles peuvent se baser sur le ressenti du rire. Oui, en fait, le toucher. Ouais. Typiquement, tu vois, poser tes mains sur ton ventre, ça va déjà t'aider. Alors, il y en a qui ont parfois sans s'en rendre compte, des mécanismes qui s'inversent un petit peu. Donc ça se travaille aussi. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans mes formations pour savoir où est le point de départ. Mais pour la plupart des gens, simplement poser les mains, on va sentir le mouvement à l'intérieur avec le rire, mais en fait en parlant déjà. Ouais. En parlant, il y a un soutien naturel qui se met en place. Oui. Et puis après, les peurs de la voix chantée peut parfois modifier. Mais en fait, ce mouvement est là naturellement quand on parle, quand on rigole. Qu'est-ce que je fais d'autre comme exercice ? Quand on se racle la gorge, par exemple, quand on tousse, tu vois. Donc il y a tout ce travail de synergie, diaphragme, abdos et tout ça qui travaille constamment en fait. D'ailleurs, souvent les profs de chant ou les coachs vocaux disent aux chanteurs de ne pas se racler la gorge juste avant de chanter parce que c'est comme un tic avant de chanter, comme quand on se concentre sa voix de parler. C'est vraiment un tic. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le fait de se racler la gorge ? En fait, parfois ça devient vraiment, moi j'en ai rencontré, ça devient vraiment un automatisme, mais dans le quotidien. Ah oui. Ça devient constant. Donc c'est une friction en fait qui est créée à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand c'est fait de manière très récurrente, ça peut créer des frictions trop importantes au niveau des cordes. Après, quand il y a vraiment du mucus, des choses comme ça, oui, le matin par exemple, c'est nécessaire de le faire, voilà. Mais c'est vrai que quand ça devient une habitude, ça peut créer un peu trop d'impact au niveau des cordes. Ouais. Est-ce que notre alimentation peut influencer nos cordes vocales juste avant de chanter ? Alors, il y a des aliments qui peuvent être plus ou moins inflammatoires. Ça, oui, mais souvent c'est des choses qui sont assez connues. Il y a d'autres choses type reflux, par exemple. Ça va vraiment remonter, créer de l'inflammation dans les cordes. Donc, il faut le traiter. Juste avant de chanter, j'ai envie de te dire... Alors, il y a les aliments, etc., auxquels il faut faire attention, mais il y a surtout l'énergie qui part après avoir mangé, tu sais, quand t'es en phase de digestion. Ah oui. Et du coup, tu vas mettre moins d'énergie, tu vas être un peu plus KO. Et c'est là où les mécanismes peuvent changer, où tu vas prendre plus au niveau de la gorge, etc. Donc, ce que je recommande surtout, c'est de pas se faire un énorme... Alors, il faut de l'énergie, il faut manger pour avoir de l'énergie, mais
Mais on sait pas non plus, on va pas rentrer dans une énorme digestion qui peut nous fatiguer en fait physiquement. Et d'ailleurs, ça, je rebondis là-dessus, c'est que je conseille souvent beaucoup à mes chanteurs de faire une routine d'échauffement physique. Ah oui. Avant même de faire les vocalises. Moi, typiquement, je travaille pas avec les vocalises avec mes artistes. C'est bien de réveiller la voix, mais en fait, ta voix, c'est ton corps entier. Encore une fois. Donc, réveille ton corps et tu vas voir que ta voix, elle va suivre aussi. Oui, énormément. Parce qu'on chante avec le corps. Et oui, complètement, 100% même. Donc, alors, dans les vocalises en général, ça réveille aussi le corps. Mais en fait, tu peux gagner beaucoup plus de temps dans ton réveil vocal si tu t'échauffes un petit peu. Attention, on fait pas une séance de sport. Hein. Le but, c'est pas de faire de la muscu, mais un peu de mobilité, trottiner un petit peu juste pour se chauffer, se réveiller un peu, faire un petit peu de gainage pour réveiller la ceinture abdominale. Ouais. Encore une fois, pas pour faire vraiment de la muscu et de l'exercice, juste pour se réveiller. Ouais. C'est donc vrai la légende de se faire des abdos avant de chanter, ça peut aider ? Bah oui, mais ça dépend lesquels. Non, le gainage. Gainage, c'est bien parce que pour le coup, le gainage, ça va venir travailler toute la... Il faut savoir quand même, comme ça c'est plus précis, qu'on a 4 muscles abdominaux en couche en fait. Donc, ceux qu'on connaît, c'est les tablettes de chocolat. Eux, quand on chante, ils nous intéressent pas du tout, typiquement. Quand on chante. Oui, quand on chante. Après, quand on est sur la plage, c'est autre chose. Mais quand on chante, ils vont nous embêter plus qu'autre chose parce qu'ils vont venir un peu possiblement bloquer la ceinture abdominale. Nous, on veut travailler sur les muscles qui sont en profondeur parce que c'est eux qui viennent stabiliser. Si tu veux, ça fait un peu comme tout un corset. Ouais. Et c'est eux qui viennent stabiliser en fait la colonne, la respiration, les côtes, etc. Donc c'est eux sur lesquels on a envie de jouer, en fait, créer du mouvement, de la fluidité. Et c'est pas si simple que ça de venir travailler là-dessus. D'ailleurs, souvent, je trouve ça important de le dire maintenant, c'est qu'on va avoir tendance à se dire « Ok, je veux contracter ça et pas ça » et on cherche et tout. Ouais. Mais en fait, le cerveau, on n'a pas assez de récepteurs dans cette zone pour savoir spécifiquement « Ah ben là, je travaille ça et tout. » C'est pas comme les mains ou le visage où on a énormément de sensibilité. Ouais. Donc souvent, c'est pour ça que en coaching, ça marche bien d'ailleurs, ou moi au cabinet, on va venir travailler avec des gestes, avec des sensations pour montrer ce qu'il faut faire et le corps va suivre. Mais se dire, il faut que je fasse ci, ça, ouvrir, machin, trop compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Donc il s'agit plus d'avoir conscience de cette ceinture abdominale, mais qui englobe toute notre... le bassin, au niveau du bassin, plutôt... Tout l'abdomen, ouais. Tout l'abdomen, ouais. Tout le ventre en fait. Ouais, d'accord. Mais quand on chante, on le sent pas partout. Y a beaucoup de coachs qui vont privilégier le périnée ou privilégier le bas du ventre pour le sentir, etc. Il y en a pour qui ça fonctionne et pourquoi pas. Moi, c'est vrai que quand je le travaille avec les artistes, donc c'est important ce qui se passe dans le ventre, c'est sûr. Ce mouvement général est important, mais c'est vrai que le soutien, on a tendance à le sentir beaucoup plus ici. D'accord. Donc, en fonction de là où on va mettre son intention, ça va nous aider ou pas à mettre en place le soutien. Et comment tu peux expliquer la posture légendaire de Céline Dion à chaque fois qu'elle fait des aigus sur une note mixée, poitrinée, elle est en arrière. Elle gaine en fait, tout simplement. Donc ça la sert, c'est pas que du style. Ah oui, c'est comme je disais tout à l'heure, les mouvements des artistes qu'on voit sur scène, ils leur servent en fait. C'est pas pour faire la diva. Sûrement des petits trucs pour faire un peu la star. Mais il y a vraiment une nécessité physique, surtout Céline Dion qui fait des notes incroyables, elle en a besoin. Et franchement, c'est à tester. Moi, je le fais tester parfois aux artistes, mais franchement, testez-le derrière l'écran, de juste gainer, se laisser tomber un petit peu en arrière. Il y a toute la ceinture abdominale qui va se mettre en place, mais de la bonne manière. C'est pas je serre mon ventre. Tu vois. Et puis après, il y a tout qui s'aligne avec, etc. D'accord. Bien. Donc, en plus de lui faire se tenir comme une diva, c'est complètement essentiel à son chant. C'est nécessaire, complètement. Okay. Et je rappelle, parce que c'est hyper important, c'est vraiment le soutien, c'est la base de la santé vocale. La plupart du temps, quand on a vraiment des forçages, des fatigues, c'est un problème de pression d'air, de soutien qui n'est pas bien mis en place et qui peut vraiment avoir des conséquences pas sympas sur la voix. Et ce qui m'intrigue, c'est
comment est-ce que tu connais autant la voix? Quel a été ton parcours pour être spécialiste de la voix et de l'ostéopathie? Eh ben, en fait, j'ai commencé par le chant, parce que je suis passionnée depuis toute petite. Moi, mon rêve, c'était de faire des comédies musicales. Voilà, c'était vraiment mon grand rêve. Et je chantais énormément quand j'étais jeune, quand j'étais ado et tout ça. Je faisais des petites scènes, je faisais des castings. Enfin, vraiment, c'était vraiment mon goal. Et en fait, à 18 ans, pour faire la petite histoire, j'ai perdu complètement ma voix. En fait, j'ai développé des nodules. Et en fait, le médecin à cette époque-là m'a dit il faut arrêter complètement de chanter parce que là, il y a trop de nodules. Et en fait, c'est à la suite de ça, donc j'ai arrêté pendant 4 ans. Mais en fait, quand c'est viscéral et que c'est une passion, c'est très difficile. En plus, moi, j'ai plein d'amis artistes que j'allais voir chanter et tout. Ça devenait trop dur pour moi de pas chanter. Sauf que quand j'ai recommencé à chanter au bout de plusieurs années, ma voix, je ne la retrouvais pas du tout. C'est-à-dire que dans mon corps, j'avais plus de repères, ça forçait, j'avais même perdu en justesse, donc c'était vraiment devenu l'enfer pour moi, ça a été très difficile. Et quand même, pour donner un peu de contexte de pourquoi est-ce que ça en est arrivé là, donc déjà, c'est parce que je forçais pendant de nombreuses années sans m'en rendre compte. Mmh. Et aussi, pour ma part, parce que j'ai une pathologie génétique, en fait, qui me crée des inflammations, et c'est là où tu vas rire, là. Donc, oui. À l'endroit... en fait, ça me faisait des inflammations de la plèvre, et donc l'endroit où on travaille le soutien, où on travaille le souffle en chant, etc. Donc, en fait, mon corps a créé des moyens d'éviter, de compenser, en fait, cette zone, et c'est là où j'ai beaucoup de forçage qui s'est créé sans même m'en apercevoir. Et c'est là en fait où j'ai commencé à, donc complètement indépendamment de ça, j'ai fait mon cursus en ostéo. Donc j'ai commencé, moi j'ai toujours été du coup passionnée du corps, du fonctionnement, je trouve ça incroyable. Et donc j'ai fait mon cursus d'ostéo sans même m'intéresser à la voix dans un premier temps en fait. Et c'est après, quand j'ai repris le chant, que je me suis dit en fait c'est pas possible, que j'ai commencé à me dire mais comment la voix fonctionne, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je cherchais à l'époque des ostéos qui pouvaient m'aider avec ma voix parce que le coaching seul me suffisait pas. Je cherchais j'avais fait de l'orthophonie, mais j'arrivais pas à le mettre en pratique sur ma chanson. Donc, je cherchais un moyen d'être aidée là-dedans. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches, des formations, j'ai expérimenté, ça a été tout un cursus. Et par la suite, j'ai créé ma méthode pour faire le pont entre toutes ces spécialités et pour accompagner au mieux ces artistes qui ont vécu les mêmes problématiques que moi. Donc, au début, j'ai commencé en faisant de l'ostéo classique sur les chanteurs. Le problème, c'est que ils sortaient de là et ils se remettaient à chanter et en fait, les tensions revenaient le lendemain, en fait. Je me suis dit, mais comment faire en sorte que ces tensions ne reviennent pas? Et c'est là où je me suis intéressée à ces sensations et je me suis rendu compte qu'on était tellement nombreux à avoir vécu les mêmes parcours pour d'autres raisons. Moi, ça a été ma pathologie en l'occurrence, mais pour d'autres, ça a été d'autres raisons. Et ce qui est cool, c'est qu'en travaillant de cette manière-là, mes nodules ont régressé, parce que encore une fois, c'est réversible. Donc aujourd'hui, ils ont disparu, en tout cas, ils m'embêtent absolument plus. Et donc on peut revenir en arrière là-dessus, et c'est ça qui est top. Et j'ai beaucoup d'artistes à qui on propose des opérations. Il y a plein de gens qui se font opérer pour ça. Pourquoi pas? Le souci, c'est que si derrière le geste vocal reste le même, ça va recréer des nodules juste derrière. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus. Donc voilà comment moi j'en suis arrivée là. Donc au début, quand je recommençais à chanter, ça me recréait des douleurs en fait dans ces zones-là, et mon corps a réussi à compenser, à rechanter de la bonne manière, et aujourd'hui je suis plus du tout embêtée par tout ça. Ouais, donc ton histoire t'a poussé à trouver des subterfuges pour pouvoir continuer à chanter. Complètement. Et aujourd'hui, tu continues à chanter. Et aujourd'hui, je continue à chanter, surtout avec mes chanteurs qui sont là, j'adore. Toute la journée, en fait, mon travail, c'est de chanter limite maintenant. Donc c'est cool. Et de les accompagner au mieux. Et puis, ça a développé énormément l'oreille. Enfin, c'est dingue parce qu'en fait, ça aujourd'hui, ça s'entend. J'ai plus tellement besoin de regarder. Mais en écoutant, on peut l'entendre, on peut le percevoir. Non, mais les nodules, c'est un sujet, parce que les producteurs, les metteurs en scène, ils ont peur. C'est un gros mot. Ça fait peur à tout le monde, mais il faut rappeler vraiment que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, que c'est des choses qui sont réversibles, mais ça fait peur parce qu'en fait, quand on arrive au point du nodule,
c'est qu'en fait, il y a eu énormément de forçage, énormément de tensions qui se sont accumulées pour en arriver là. Donc en fait, revenir en arrière sur ses habitudes, c'est difficile. C'est faisable, c'est du travail, mais c'est difficile. Et ça fait peur et c'est très tabou, mais en fait, j'aimerais bien qu'on lève un peu ce tabou-là, parce que c'est pas la fin d'une carrière quand on a des problématiques de voix. Et surtout, plus on en a peur, et plus on va focus dessus, etc., et plus on peut contribuer à ce forçage-là. Donc, voilà, il faut relativiser aussi un petit peu, il faut reposer au moment où il faut reposer, il faut faire de l'orthophonie, etc. en parallèle, mais il faut aussi retrouver un geste vocal sain pour arrêter de forcer. C'est vraiment, vraiment important. Mais il y a des étapes avant d'en arriver là. Ouais. Et quelle est la première étape que tu conseilles aux gens pour chanter de manière plus saine ? C'est vraiment... honnêtement, c'est souvent le soutien, la gestion de la respiration, la gestion du souffle, on y revient, qui va être la première cause. Ce qu'on a dit, tu vois, sur la mâchoire, la langue. En fait, le larynx doit être le plus libre possible. Ouais. Donc, s'il y a des tensions d'un côté comme de l'autre, ça va venir forcer sur tes cordes vocales. Il faut les sécuriser au maximum. Mais il y a des signes. En fait, il faut t'écouter pour savoir, ok, là, ça va pas. Ça commence par le forçage, la fatigue dont on parle. Ça va évoluer vers une voix qui se casse après des répétitions. Le lendemain, par exemple, un peu d'aphonie, ne plus reconnaître sa voix. Il y a des gens qui vont dire, je la reconnais plus, etc. Et puis, au fur et à mesure, on avance. Et c'est là où on peut avoir des pathologies plus importantes. Mais il y a des signes. Il faut s'écouter. Qu'est-ce que tu penses des chanteurs dont on a l'habitude de voir des tensions au niveau du cou? Alors d'ailleurs, quand on le voit, c'est parce qu'il lève la tête très souvent par rapport au micro. Enfin, c'est presque un effet de style, quoi. Il y en a qui ça les aide en fait. Ils ont l'impression que ça les aide, mais en fait, c'est une compensation que le corps, encore une fois, cherche. Il cherche à trouver un moyen d'aller atteindre la note. D'accord. Donc ça va créer ce type de tension-là. Mais en fait, on n'a pas besoin de lever la tête pour aller chercher des notes aiguës. D'ailleurs, j'ai vu à travers tes vidéos que tu travaillais beaucoup avec la visualisation. Ouais. C'est pour atteindre des notes que tu fais ça ? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, comme on n'a pas assez de récepteurs dans les différentes zones, on montre quelque part la direction du son, et parfois ça suffit d'imager les gestes, l'image. Notre cerveau, il en a vraiment besoin en fait pour savoir ce qu'il doit faire, si tu veux. Et donc ça commence par là. Et en fait, en associant, donc c'est ce qu'on appelle le focus externe, et en fait, il y a des études qui montrent que le focus externe est très très efficace là-dessus. Et en fait, derrière, par la suite, si tu associes ce focus à ta sensation, derrière, tu vas pouvoir faire le geste sans avoir à mettre ces mouvements-là. Mais dans un premier temps, il faut l'associer. D'accord. Est-ce que ça a presque un effet placebo ? Je sais pas si on peut vraiment appeler ça placebo. En tout cas, ça fonctionne. Ouais. Donc, oui. Moi, je suis pas. Pour. Hein. Ouais. Quand on y croit et qu'on y arrive, je suis totalement pour cette philosophie. Ouais, écoute, est-ce que c'est placebo ou pas ? Peut-être. En tout cas, ça parle. En tout cas, ça fonctionne et ça aide vraiment à comprendre ce qu'on doit faire. Ce que le corps doit faire, que les muscles doivent travailler, la direction doit prendre le son. C'est tout bête, mais parfois la voix de tête, simplement imager qu'en fait le son, il part plus vers l'arrière, ça va créer cette sensation et on va vraiment sentir ce son qui part vers l'arrière et ça va faciliter. Et ensuite, il faut le mémoriser pour pouvoir l'utiliser sans avoir à faire ça. Tu vois. Mémoriser la sensation. Oui. Ah ouais. Pour l'automatiser par la suite et que ça devienne la référence de notre cerveau. Comme ce que tu dois faire pour les mâchoires, par exemple. Je n'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure. Mais tu sais qu'il y a des artistes qui me disent « Mais je te crois pas que ça doit pas se toucher ». Il y a des gens qui reviennent la fois d'après, qui me disent « Bon, j'ai fait mes recherches et t'avais raison ». Mais sur le moment, ils me disent « Mais non, je te crois pas ». Non, mais moi, je te crois parce que ça peut parfois me donner la migraine de serrer les dents comme une folle. Ah ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les mâchoires, c'est les premières qui... C'est vraiment la zone qui vient se tendre en premier. C'est souvent le stress. Je sais pas si t'es très stressée dans la vie, mais... Pas tout le temps. Ouais, c'est du coup... Mais c'est ce stress qui a automatisé. Oui. En fait, maintenant, ton cerveau, il a l'impression que la position de repos, c'est la mâchoire, c'est les dents qui se serrent. C'est juste qu'il ne se souvient plus quelle est la position de ta mâchoire relâchée. Donc c'est aussi ça qu'il faut reprendre en référence.
Pour passer du coq à l'âne, j'avais envie de te parler de cette anecdote et la partager avec les auditeurs et auditrices. Ouais. Une petite gorgée. J'ai vu qu'en fait, un de tes patients a fait partie de la promotion de la Star Academy. Ouais. Mais un peu grâce à tes vidéos. Ouais, je sais même pas s'il le sait. Mais non. Je te jure. Je sais Alors, pas. il s'agit de qui? C'est Lenny Ouais. qui était dans la Starac de la saison dernière. Et j'étais hyper contente quand je l'ai vu parce que moi je savais pas en fait qu'il allait être là. Et en fait j'avais fait une vidéo avec lui. Ça devait être l'année d'avant, au moment où il faisait les castings en fait. Et j'ai été contactée par une directrice de casting de la Starac qui m'a dit je suis tombée sur ta vidéo, Lenny incroyable. Elle savait pas qu'il s'appelait Lenny pardon à l'époque. Elle m'a dit génial et tout. On a hyper envie de le caster, de lui faire passer le casting. Est-ce qu'on peut avoir ses coordonnées? Je lui ai donné les coordonnées, en fait ça a suivi son cours et puis 8 mois après je l'ai vu là, je me suis dit putain c'est incroyable, c'est génial. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer au château de la Star Academy, nul besoin de faire une vidéo et d'envoyer votre candidature, allez tout simplement voir Salomé. Voilà, directrice de casting à mes heures perdues. Agent, voilà. sans commission. Vraiment, sans commission. Mais parfois j'ai eu des messages comme ça, est-ce qu'on peut avoir les contacts, directrice de casting et tout? Franchement non, je peux pas faire ça, mais en tout cas, comme quoi, les réseaux, ça aide vraiment à trouver les artistes, c'est fou. Hein. Ah mais merci les réseaux, moi je t'ai découverte grâce aux réseaux. Donc. Mais moi, j'ai pu faire connaître ma méthode et tout ça grâce aux réseaux, ça a commencé comme ça. Ouais. Puis après, il y a le bouche à oreille qui s'est mis à fonctionner, mais les réseaux ont vraiment permis à cette pratique de prendre de l'ampleur, c'est génial, quoi. Et ce n'est que le début. Ouais. Je te souhaite de grandir encore. Merci. Je te souhaite qu'on te voit vraiment partout, dans toutes les émissions, tous les spectacles, les conférences, parce que vraiment c'est un nouveau métier qui va exploser, parce qu'on en a besoin. En réalité, on parle de chanteurs, mais on en a besoin pour parler aussi. Oui, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent pour la voix parlée, hein, comme je disais. C'est pas réservé aux chanteurs. J'ai des profs qui parlent toute la journée, des commerciaux au téléphone. Enfin, vraiment, la voix, c'est un outil énorme. Ils ont souvent des extinctions de voix, les profs d'ailleurs. Hein. Bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, ils prennent des mauvaises habitudes au point où ils ont potentiellement la voix qui se casse par la suite. Donc, c'est hyper utile pour plein de corps de métier. D'ailleurs, ça fait partie des choses des projets futurs de faire des formations vraiment spécifiques voix parlée. Mais même en voix parlée, il y a des gens qui développent des nodules en fait. Hein. C'est pas que les chanteurs. Et c'est vraiment utile. Et en fait, quand on n'a plus de voix, mais c'est hyper handicapant en fait. Ah bah, c'est notre outil de communication premier. C'est ça, complètement. Donc, ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup Salomé, c'était vraiment, vraiment enrichissant. On aurait pu continuer encore des heures. Ouais, d'ailleurs, t'es la bienvenue si tu veux revenir pour un deuxième épisode. Mais vraiment, merci. J'espère que vous avez vraiment aimé tout ce qu'elle a dit. Vous avez appris plein de choses, tout comme moi. Vraiment, moi, je découvre que je suis méga stressée. Que t'as d'hypertonie dans la mâchoire et dans la langue, potentiellement. N'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires. Et si vous avez des questions à poser, Salomé et moi, on va répondre bien sûr. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Et surtout, abonnez-vous à Vocalis. Et je vous dis à bientôt. Bye. C'était super. Franchement, j'aurais pu continuer. Hein. Bah franchement, ouais.